La panique est palpable sur les plateaux des grands médias conservateurs, traditionnellement acquis à la cause du pouvoir. Leur anxiété ne provient pas d'une critique extérieure, mais d'un effondrement interne qu'ils observent en temps réel. Les derniers sondages montrent une chute vertigineuse de la popularité présidentielle, tandis qu'un récent rapport sur l'emploi privé, publié par ADP, vient d'enfoncer le clou en révélant une perte nette de 35 000 postes, là où les prévisions tablaient sur une création de 40 000 emplois. Ce chiffre, terrifiant pour l'électorat, est un coup dur pour un président qui a fait de la performance économique son mantra absolu. La question de l'abordabilité, celle qui touche au portefeuille de chaque Américain, devient un poison électoral. Si bien que le président lui-même aurait qualifié ce terme de « grosse arnaque », enjoignant implicitement ses soutiens médiatiques de ne pas l'utiliser. La crainte d'un simple texto présidentiel de rappel à l'ordre est devenue si forte qu'elle paralyse le discours. Lors d'une récente conférence de presse présidentielle, les présentateurs de ces chaînes ont visiblement tourné autour du pot, évitant soigneusement le mot « abordabilité » pour décrire les annonces économiques, préférant des paraphrases maladroites sur l'amélioration de l'économie, ou la dernière avancée dans les efforts pour, je suppose, rendre les choses plus abordables. Cette autocensure sur un sujet central illustre un niveau de soumission et de peur inédit, trahissant la conscience aiguë que le sujet est en train d'effacer l'avantage politique des républicains, potentiellement pour une génération. Face à cette spirale négative, la stratégie adoptée par l'écosystème médiatique pro-gouvernemental est le diversionnisme pur et simple. Il faut à tout prix détourner l'attention du public des indicateurs économiques catastrophiques et de l'impopularité croissante. Le premier leurre fut une attaque en règle contre la chanteuse Sabrina Carpenter. Celle-ci avait exprimé son indignation après que sa musique fut utilisée sans autorisation dans des vidéos de propagande pro-gouvernementale, montrant des migrants dans des situations de détresse. Sa demande légitime de ne pas être associée à ce contenu a déclenché une campagne de dénigrement coordonnée. Sur les plateaux, les animateurs l'ont tour à tour ridiculisée, pointant ses performances scéniques qualifiées de suggestives, la comparant de manière absurde à des légendes comme Ella Fitzgerald, et lui intimant finalement de se taire et de laisser le pouvoir utiliser son œuvre comme bon lui semble. Le message était clair, toute opposition, même artistique, sera écrasée et moquée. En parallèle, pour satisfaire une base perçue comme avide de ce contenu, le même cercle médiatique a lancé un segment sur l'actrice Sydney Sweeney, insistant lourdement sur son apparence physique sous prétexte de défendre son attrait supposé pour les valeurs républicaines, affirmant avec légèreté que toutes les femmes républicaines sont sexy, une manœuvre grossière pour mobiliser par le bas-ventre. Cette recherche de distraction prend aussi la forme d'éloges contrefaits en direction de figures internes, comme l'éloge soudain et emphatique de Melania Trump pour son intégrité et ses incroyables valeurs familiales, tandis qu'elle décorait la résidence présidentielle, un portrait en complet décalage avec les perceptions publiques mais nécessaire pour maintenir un récit de stabilité domestique. Pourtant, au milieu de cette comédie, un lapsus révélateur est passé lors d'une intervention du secrétaire au Trésor Scott Besson. Alors qu'il devait parler de croissance, il a laissé échapper « inflation », corrigeant ensuite précipitamment son propos. Ce moment freudien, où le terme interdit jaillit malgré lui, en dit long sur l'obsession qui habite l'administration. Le besoin d'un ennemi extérieur fort reste constant. Après avoir ciblé des artistes, le cercle médiatique gouvernemental a jeté son dévolu sur le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, le dépeignant comme un démon assoiffé de destruction, prêt à ruiner le pays comme il aurait, selon eux, ruiné son État. Cette narration ignore volontairement que la Californie, avec l'un des PIB les plus importants au monde, est un contributeur net au budget fédéral et finance en grande partie les États moins prospères. L'attaque est purement symbolique et culturelle, visant à incarner un repoussoir progressiste. Elle descend même dans les détails les plus insignifiants, comme la façon dont Newsom croise les jambes lors d'un interview, présenté comme un signe de faiblesse ou d'affectation, démontrant la vacuité du débat lorsque les vrais sujets font défaut. Dans cette panique, tout prétexte est bon pour alimenter la machine à indignation. Une histoire marginale concernant une étudiante en médecine ayant reçu un 0 pour avoir cité des croyances religieuses plutôt qu'une réponse scientifique a été montée en épingle, présentée comme une preuve de persécution antichrétienne. Les animateurs ont longuement défendu son droit à parler de sa foi, omettant volontairement le cœur du problème. Dans un examen scientifique, la réponse doit être scientifique. Cette exploitation d'un cas anecdotique vise à solidifier le soutien d'une base religieuse perçue comme menacée, tandis que des millions d'Américains luttent concrètement avec la perte de leur assurance maladie à l'approche de la fin des subventions de l'Affordable Care Act. Enfin, dans un crescendo de xénophobie calculée, la rhétorique s'est déplacée vers une communauté entière, les Somaliens, désignés comme responsables de 80% de la criminalité dans une ville donnée. Cette généralisation raciste, reprise par des élus comme Tom Aimé, est présentée par certains commentateurs comme une franchise rafraîchissante, une libération des contraintes du politiquement correct.
Cette stratégie du bouc émissaire vise à cristalliser la colère et la peur sur un groupe minoritaire, détournant l'attention des échecs économiques et des scandales entourant le pouvoir, comme les grâces présidentielles accordées à de grands fraudeurs financiers. Le cercle est ainsi bouclé. Incapable de défendre son bilan, piégé par sa propre rhétorique interdite sur l'économie, le noyau dur médiatique du régime se réfugie dans l'attaque culturelle, le dénigrement d'artistes, la célébration vide de symboles et la désignation d'ennemis ethniques ou politiques. C'est la stratégie du désespoir, le signe que face à l'effondrement des chiffres et de la popularité, il ne reste plus que le bruit et la fureur pour tenter de retenir un pouvoir qui file entre les doigts. Cette frénésie de distraction pathétique, tout en révélant la profonde terreur d'une défaite historique, expose au grand jour le vide complet d'un projet politique réduit à sa plus simple expression. La survie immédiate par tous les moyens, sauf celui de répondre aux préoccupations réelles des citoyens.